Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire consacré à la santé mentale organisé par la Mutualité française et le Berry républicain. Notre invitée d'honneur aujourd'hui est Madame Angèle Malâtre-Lansac, excusez-moi, qui est directrice déléguée à la santé à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Donc vous allez participer à ce webinaire parce que vous avez une expertise qui est particulière en matière de santé mentale. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Marion Lapère, je travaille au Berry républicain et je vais essayer d'animer ce webinaire pendant, on se donner une petite heure à peu près. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, une petite explication sur le fonctionnement du webinaire qui est totalement interactif. Donc, tous les participants, si vous le souhaitez, vous pouvez poser une question à notre invité donc, dans le petit onglet discussion. Je vais voir apparaître les discussions. S'il y a une question qui est en rapport avec ce dont on est en train de parler, je n'hésiterai pas à la poser à notre invité. Et puis sinon, on reviendra dessus en fin de webinaire. Donc, Madame Malâtre-Lansac, merci pour votre présence. Je vais peut-être vous laisser vous présenter un petit peu, expliquer à nos invités un petit peu votre cursus et puis aussi les travaux et les réflexions que vous menez au sein de l'Institut Montaigne pour qu'ils aient une petite vision de votre parcours. Oui, merci Marion. Donc moi, je suis directrice déléguée à la santé pour l'Institut Montaigne, qui est donc un think tank, une boîte à idées, un lieu de réflexion sur différentes politiques publiques. Et donc moi, j'anime un programme qui est lié aux questions de santé. Et j'ai une expertise toute particulière sur les questions de santé mentale. Je travaille depuis une dizaine d'années sur ce sujet. Et notamment, j'ai eu la chance de passer 1 an à Harvard Medical School pour travailler spécifiquement sur la façon dont on pouvait mieux prendre en charge la santé mentale dès les premiers recours. Et donc, la plupart de mes publications et travaux portent sur ce sujet-là, des premiers recours, des parcours de soins, l'organisation de l'offre, et notamment sur la santé mentale. Et je travaille aussi un peu sur les questions de digital, de e-santé. Et c'est un sujet qui est en train d'arriver sur la santé mentale aussi. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, j'avais quelques chiffres. Selon la Mutualité française, on a environ 13 millions de personnes en France qui souffrent de troubles psychiques. C'est environ 1 personne sur 5 chaque année. Est-ce que vous pouvez, pour nos participants, nous faire un petit état général de ce qu'est la santé mentale? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Combien est-ce qu'on a de personnes qui sont concernées en France? Il y a des tranches d'âge ou des profils qui sont aussi particulièrement touchés pour qu'on ait une vision très, très globale de ce qu'est la santé mentale en France. Oui, avec plaisir. Alors, je vais vous partager mon écran, si vous le voyez. Oui. C'est bon? Très bien. Donc, peut-être pour vous donner des premiers chiffres déjà, pour dire que la santé mentale, on en a tous une, donc c'est l'état un peu psychique dans lequel on va se trouver. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. C'est pas parce qu'on a une mauvaise santé mentale qu'on a une maladie psychiatrique, mais il y a une forme de continuum. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'il faut en prendre soin. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a aujourd'hui, alors on est plutôt entre 12 et 13 millions de personnes en France, donc 1 personne sur 5 qui chaque année va souffrir d'un trouble psychiatrique. Donc là, pour le coup, on a des maladies, des troubles qui sont définis, mais qui sont très, très variés. Et c'est vrai que parmi ces troubles, ceux qui sont très connus, fréquents, c'est la dépression, les troubles anxieux, les addictions, bien entendu. Et puis, vous avez aussi beaucoup de troubles qui sont moins fréquents, mais très invalidants. Je pense à la schizophrénie, aux troubles du spectre autistique ou aux troubles bipolaires. Voilà. Et puis, vous avez toute une série de pathologies qui sont répertoriées. Donc, c'est très important de se dire que, voilà, on parle il y a la psychiatrie, la santé mentale sont 2 choses différentes. Ensuite, il faut envisager ça comme un continuum et puis aussi comme quelque chose qui peut tous nous toucher. Enfin, avoir une maladie psychiatrique, ça peut tous nous toucher. Et puis, quand on pense au nombre de personnes touchées, plus leurs proches, on se rend bien compte que c'est un sujet vraiment de société extrêmement important et la prévalence est très, très forte en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Et peut-être pour vous donner quelques chiffres, pour vous dire pourquoi nous, à l'Institut Montaigne, on s'intéresse particulièrement à cette question. Donc évidemment, 1 personne sur 5 concernée chaque année. C'est la première cause de handicap monde.
On a un gros problème d'accès, que ce soit en France ou d'ailleurs dans la plupart des pays, c'est très compliqué de donner accès aux soins de santé mentale et la moitié des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale n'ont pas accès aux soins. Et là, l'OCDE a sorti une étude très récemment qui montre que pour 67% des gens, c'est très difficile d'avoir accès aux soins. Donc on voit bien qu'il y a une vraie problématique autour de l'accès aux soins, qui est liée beaucoup à la stigmatisation, on en reparlera. L'espérance de vie aussi est réduite, alors pour les malades sévères, de 13 à 16 ans, ça c'est des données françaises. Dans la plupart des pays, on est entre 13, 15, 20 ans. L'espérance de vie réduite par rapport à la population générale, donc on se rend bien compte qu'il y a un enjeu très très fort. Et puis, d'un point de vue économique et système, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie par pathologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychiatrie coûte beaucoup plus cher que le cancer, que les maladies cardiovasculaires ou que le diabète dans le budget de la sécurité sociale, avec à peu près 23 milliards chaque année. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous poser une question qui est en rapport avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, parce que d'après un sondage qui a été réalisé par Harris Interactive pour la Mutualité française, on a à peu près 95 à 97% des médecins généralistes, psychiatres et psychologues qui ont fait le constat d'une augmentation assez nette des consultations pour anxiété, état dépressif, troubles du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'impact qu'a eu cette crise de Covid, qu'elle a encore probablement et qu'elle peut peut-être avoir à long terme sur la santé mentale des Français? Et pareil, est-ce qu'on a des classes d'âge ou des profils qui sont peut-être plus affectés par cette crise sanitaire? Oui, bah, c'est des chiffres impressionnants que vous citez, en fait, qui sont donc ceux des professionnels de santé. Je pense qu'après, dans la population, les gens ont tous senti aussi individuellement via leurs proches que la problématique se posait de façon très très forte. Donc on a effectivement cette crise alors qui a entraîné voilà, des chiffres. Pourquoi est-ce qu'elle a entraîné ces chiffres-là? Alors j'en mets quelques-uns là. Un doublement des symptômes dépressifs entre septembre et décembre. Alors c'est septembre 2019 et décembre 2020. On a aujourd'hui une énorme partie de la population qui souffre de troubles du sommeil. C'est un bon indicateur d'un état un peu dégradé de la santé mentale. Donc 65% des gens qui ont des troubles du sommeil. La consommation des anxiolytiques, vous savez qu'en France, on consomme beaucoup d'anxiolytiques déjà, mais elle a continué à augmenter. Elle a augmenté de façon assez nette au cours des derniers mois. Et puis, vous parlez des populations à risque. Alors, ce sont les femmes qui sont très à risque, qui ont beaucoup porté la charge mentale pendant la période de confinement et qui ont été très affectées par ça, notamment lorsqu'on a des enfants de moins de 16 ans à la maison. Les jeunes aussi, ça on en a beaucoup parlé. Toutes les personnes en situation de précarité économique et puis les personnels soignants ont été aussi très affectés pour différentes raisons, mais c'est vrai effectivement cette crise de la Covid, elle a entraîné beaucoup d'isolement, elle a entraîné aussi des peurs, des deuils, des maladies bien entendu, une précarité économique, une vulnérabilité, donc tous ces phénomènes-là se sont cumulés et donc ont pesé très fortement sur la santé mentale de la population avec des troubles qui se sont déclenchés chez des personnes qui n'étaient pas forcément touchées auparavant. Donc on voit des effets très très forts, notamment sur l'offre de soins. Et pour les soignants, vous le rappeliez, les médecins généralistes, les psychiatres, les psychologues voient vraiment ça dans leur réalité quotidienne. Et alors un petit focus, l'OMS a commencé à diffuser beaucoup d'idées, de ressources en fait pour essayer de dire aux gens, ben voilà, il faut essayer de prendre en charge sa santé mentale avec plein de campagnes qui ne sont pas tellement passées en France, mais qui sont beaucoup passées dans les pays anglo-saxons notamment, pour vous dire, voilà, pour prendre soin de votre santé mentale, contacter régulièrement des amis, essayer de maintenir un style de vie plutôt sain, puisqu'on sait très bien que l'hygiène de vie, le sommeil, le fait de faire du sport, le fait de ne pas fumer, de ne pas boire en excès, etc., tout ça, ça a un effet très fort aussi sur le maintien de votre santé mentale et puis évidemment surtout essayer de garder un maximum de contact avec les uns les autres. Donc ça, c'est des conseils qui étaient diffusés régulièrement pendant la crise. Une population qui a été particulièrement affectée, on en a beaucoup parlé, ce sont les jeunes. Je me permets juste de faire un petit focus dessus parce que c'est vrai qu'on a 75% des maladies psychiatriques qui démarrent en fait chez les jeunes de moins de 24 ans. Donc on sait que c'est des âges qui sont assez sensibles, assez fragiles, sur lesquels on peut faire beaucoup de repérage et de détection et qui sont donc des âges qu'il faut vraiment regarder de très près. Aujourd'hui, la Fondation fondamentale a montré qu'on avait presque la moitié des 22-24 qui présentent un trouble anxieux généralisé, donc on est vraiment sur une situation très préoccupante.
et 66% donc des 18-24 qui ont des difficultés à travailler, à interagir avec leur famille ou avec leur entourage. Donc on voit bien qu'en ce moment, pour les jeunes, on traverse une situation particulièrement troublée et sur laquelle il faut vraiment prêter attention. D'accord. Alors c'est vrai que vous nous avez montré un petit peu, vous nous avez expliqué qu'il y a eu pas mal de campagnes qui ont été réalisées. Est-ce qu'au-delà de ça, à la suite de cette crise, est-ce qu'on a eu des actions politiques assez fortes? Parce que c'est vrai que vous nous dites que le budget qui est accordé à la santé mentale est conséquent, puisqu'on est à 23 milliards d'euros par an. Donc c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la prise en charge est pour autant optimale pour la santé mentale des Français? Ou est-ce qu'il y a encore des pistes d'action à développer? En gros, voilà, comment la prise en charge de la santé mentale en France, comment est-ce qu'elle s'effectue et est-ce qu'elle est amenée à évoluer? Est-ce que la crise du Covid a été porteuse d'enseignement, justement? On a un vrai sujet en France mais qui n'est pas que en France, évidemment, hein, le système français a ses particularités, mais il y a un véritable sujet d'accès aux soins. Je le rappelais au début, hein, la moitié des gens qui n'ont pas accès aux soins. Et on a en France peut-être une particularité, c'est qu'on a énormément coupé le somatique et le psychiatrique. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser le corps et l'esprit comme deux choses très séparées, à la fois dans la formation des professionnels de santé, mais aussi dans la façon dont est organisée la psychiatrie sur le territoire, avec une psychiatrie qui est assez isolée du reste du système de santé. Moi, je vous ai fait quand même quelques petites slides là-dessus pour vous rappeler que la santé mentale et la santé physique sont très liées. Ça paraît évident quand on le dit, mais c'est très important de rappeler qu'on a tous un corps, un esprit. Si on n'est pas bien dans son corps, ça peut se répercuter sur son esprit et vice-versa. Et aujourd'hui, on a un tiers des personnes qui ont des maladies physiques chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires, qui souffrent de maladies psychiatriques, et les 2 tiers des patients psychiatriques qui souffrent aussi de maladies somatiques en comorbidité. Donc on voit bien qu'en fait c'est totalement intriqué. D'ailleurs, vous parlez du médecin généraliste, j'y reviendrai, c'est vraiment celui qui a la vision globale et qui voit bien à quel point ces pathologies sont intriquées. Et donc, ce phénomène en France qui a consisté à beaucoup couper la psychiatrie du reste du système de soins, aujourd'hui se répercute beaucoup parce qu'on voit bien que ça pose des problèmes de silos, de manque de coordination, de parcours très compliqués pour les patients. Et donc, je tiens à souligner vraiment cet enjeu-là, qui aujourd'hui n'est pas encore totalement pris en charge. Et quand j'exprimais les chiffres sur la différence d'espérance de vie entre les personnes avec des maladies sévères et le reste de la population, des maladies psychiatriques sévères, le reste de la population, c'est ça, hein, on ne meurt pas d'une maladie psychiatrique, on meurt de ses comorbidités parce qu'on est très mal pris en charge sur le point de vue somatique. Donc il y a vraiment un enjeu très très fort de repenser en fait les choses de façon prise en charge globale, avec le somatique et le psychiatrique beaucoup plus associés. Un des enjeux qui, me semble-t-il, doit être beaucoup plus creusé, qui a beaucoup avancé à l'étranger, très peu en France, c'est l'enjeu de la médecine générale, qui est aujourd'hui au cœur de la prise en charge des troubles psychiatriques. C'est 60%, alors c'est même en France, j'ai vu ces chiffres récemment, plus de 70% de la première consultation pour troubles mentaux, elle se fait chez le médecin généraliste. Quand vous commencez à aller mal, vous avez une souffrance psychique, c'est votre médecin généraliste qui la reçoit en premier lieu. C'est d'ailleurs lui qui prescrit 90% des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et pour le médecin généraliste, c'est 20, 30, parfois même 40% de sa patientèle qui présente une souffrance psychique. Donc on voit bien que de facto, le médecin généraliste est au cœur de la prise en charge. La problématique, c'est comment est-ce qu'il prend ça en charge, sachant que le médecin généraliste, il a beaucoup de thématiques à traiter, la psychiatrie parmi tant d'autres, et donc on ne peut pas lui demander d'être surspécialisé en psychiatrie, bien entendu, même si la prévalence est très très forte. Donc il y a beaucoup de problématiques, c'est qu'ils sont très démunis, manque de temps, manque de formation et surtout manque de ressources pour prendre en charge la psychiatrie et la souffrance psychique de leurs patients correctement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, en fait, la première approche, on va chez le médecin généraliste, et puis ensuite, il n'y a pas forcément un suivi à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et pour beaucoup de patients, le premier véritable contact avec la psychiatrie va se faire aux urgences psychiatriques, ce qui n'est pas forcément la façon la plus agréable de rentrer en contact avec l'offre de soins. Et donc il y a vraiment un enjeu là-dessus très très fort sur lequel beaucoup de pays ont avancé et sur lequel la France a encore une très grande marge de manœuvre. Juste pour rappeler qu'en France, le taux d'adressage entre un médecin généraliste et un psychiatre, c'est l'un des plus faibles d'Europe. Les médecins généralistes en voient très très peu chez le psychiatre, qu'il soit libéral ou public d'ailleurs. Et puis, ils en voient aussi très peu chez le psychologue, tout simplement parce que les psychologues de ville ne sont pas remboursés en France.
France, comme vous le savez, à part quelques expérimentations. Et donc, pour la plupart des patients, payer un psychologue, c'est complexe. Alors, plusieurs éléments explicatifs de cette situation française. La communication est très faible, y compris les médecins généralistes ont souvent peu de correspondants psychiatres, là où ils ont plein de correspondants sur d'autres spécialités. Encore une fois, on a coupé le somatique et le psychiatrique. Très peu de coordination, très peu d'échange d'informations entre les médecins et les professionnels de santé. Les difficultés d'accès aux soins, et il y a des délais d'attente qui sont très longs en psychiatrie. Les coûts aussi chez le psychologue, tout ça fait que l'accès aux soins est très complexe pour aller sur des soins spécialisés. Puis il y a une forme de réticence, il ne faut pas se mentir, des patients et des médecins généralistes parce que c'est très stigmatisé, donc personne n'a très envie d'aller chez le psychiatre et donc on a tendance à pas vraiment vouloir aussi franchir cette ligne-là. Et puis enfin, le système est très complexe. On a un système en psychiatrie qui est sectorisé, donc en fonction d'où vous habitez, vous correspondez à un secteur de psychiatrie publique qui doit vous prendre en charge. Vous n'avez pas, c'est pas comme sur le reste des spécialités médicales où vous pouvez aller voir qui vous voulez. Là, vous êtes en fonction de votre domicile, un peu comme une carte scolaire, on va dire. Ce sont des secteurs qui couvrent 70 000 habitants. Et puis ensuite, vous avez la psychiatrie libérale, mais du coup, qui se présente très différemment et qui n'est pas liée à la psychiatrie hospitalière. Donc, on a vraiment des niveaux très différents, plus les psychologues qui sont encore à un autre niveau, qui ne sont pas des professionnels de santé. Donc, c'est très complexe de comprendre qui on doit aller voir et comment se repérer dans ce système-là. D'autant que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un problème de répartition sur le territoire, parce que mine de rien, en regardant les chiffres, on a 23 psychiatres pour 100 000 habitants en France. On est à la 4e place des 27 pays de l'UE, donc on n'est pas si mal doté que ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des écarts qui étaient très, très importants entre départements. Je crois que les moins bien dotés, ça doit être l'Aube, le Cantal, où on est à 1 à 4 spécialistes, ou à 9 spécialistes pardon, pour 100 000 habitants. Tandis que dans d'autres coins de France, comme la Gironde, les Bouches-du-Rhône, on est mieux doté. Donc, c'est aussi une problématique forte, cette répartition des spécialistes sur le territoire. On a une très forte hétérogénéité, effectivement. Alors ça, je dirais que ça touche un peu l'ensemble des spécialités médicales et des professionnels de santé, puisque il y a une liberté totale d'installation qui leur permet de s'installer du coup où ils veulent, ce qui est très bien, mais ce qui derrière fait qu'effectivement, on a des sujets d'offres. On a une hétérogénéité sur les psychiatres, mais pas que, sur les psychologues aussi, puis sur l'organisation générale des secteurs dont je vous parlais, qui n'ont pas du tout les mêmes ressources. Il y a des secteurs qui sont très bien dotés, des secteurs de psychiatrie très bien dotés, d'autres qui sont vraiment avec des manques de ressources absolument criants. Et donc, on a effectivement une très forte hétérogénéité sur le territoire. On n'est pas du tout pris en charge de la même façon en fonction d'où on habite. Donc, on sait déjà que le lieu d'habitation est un déterminant de santé, mais en plus de ça, on a une offre qui n'est pas du tout égale par territoire. Donc ça, c'est un enjeu effectivement très, très fort. D'accord. Du coup, face à ce diagnostic, quel levier d'action est-ce qu'on pourrait actionner? Genre, on sent que vraiment la prise en charge précoce, avec une bonne prise en charge en utilisant le bon chemin, semble être assez primordial dans la prise en charge de la santé mentale. Est-ce que vous avez des pistes d'action? Je pense aussi peut-être à du dépistage précoce, à peut-être plus de communication autour de cette thématique qui est encore peut-être pas tabou, mais c'est vrai que voilà, quand on parle de psychiatrie, de psychologie, on sent qu'il y a quelques freins. Est-ce que vous avez des pistes d'action qui pourraient permettre une meilleure prise en charge de la santé mentale en France? Oui, tout à fait. Moi, je suis très optimiste parce qu'on part de très loin. Donc, je pense qu'il y a une marge de progression une marge de progrès qui est énorme sur la psychiatrie et, en France. Donc, moi, je formule souvent trois grandes priorités. La première, c'est la déstigmatisation. Vous en avez parlé, mais c'est vraiment un enjeu qui est fondamental. La deuxième, c'est la réorganisation de l'offre. Et la troisième, c'est la recherche. Et donc, pour vous les détailler un petit peu, alors déjà, pourquoi je suis optimiste? Puisqu'on voit qu'en fait, il y a beaucoup de pays qui ont avancé. Je cite la Nouvelle-Zélande qui a fait un effort très très fort sur le premier recours et sur les zones, notamment les zones rurales. Parce que c'est un très grand pays avec beaucoup de zones rurales, etc. Ils ont vraiment mis le paquet sur les communautés, etc. Les Pays-Bas qui ont une approche très graduée, extrêmement intéressante, où il y a vraiment le bon soin au bon endroit, au bon moment. Le Royaume-Uni qui mesure beaucoup la qualité, qui a fait des efforts énormes depuis une vingtaine d'années sur l'accès aux soins.
Et puis l'Australie, qui sur les jeunes est très intéressante. J'aurais pu rajouter la Belgique, qui mène depuis une dizaine d'années une énorme réforme de sa psychiatrie et de la santé mentale, avec une approche très terrain, très tournée vers les professionnels et les patients, qui est très intéressante aussi. Donc voilà, il y a plein de pays qui font des choses passionnantes et qui montrent qu'on peut vraiment améliorer la donne. La Suède aussi est intéressante. Donc voilà, il y a beaucoup de pays dont on peut s'inspirer et il ne faut pas hésiter à aller regarder en se disant on ne va pas copier-coller un modèle, mais qu'est-ce qu'il y a comme bonne idée, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché, puisque en fait la France s'intéresse au sujet un peu tardivement, là où beaucoup de pays s'y confrontent depuis une vingtaine d'années en mettant en place vraiment des feuilles de route et des politiques très précises. Donc on a ce recul-là et c'est quelque part un avantage aussi que de pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs, parce que la prévalence et les pathologies sont à peu près les mêmes partout. Donc la première priorité, c'est vraiment cet enjeu de stigmatisation et de lutter contre cette stigmatisation qui reste encore forte, même si la période de Covid a eu cet avantage un peu terrible aussi de lever le voile sur la difficulté de la psychiatrie et du coup de déstigmatiser aussi un peu ces pathologies. Donc pour lutter contre la stigmatisation, c'est vrai qu'on peut mener des campagnes à la fois à destination du grand public, et aussi des campagnes très ciblées. Il y a quelques populations qu'il faut cibler en priorité, notamment les jeunes. On ne parle pas de la même façon de la santé mentale à quelqu'un qui a 15-16 ans qu'à une mère de famille de 45 ans. Donc il faut avoir un discours particulier, il faut avoir peut-être des relais, peut-être plus numériques, peut-être des spots, des choses qui soient beaucoup plus adaptées à la population jeune, en passant par des interlocuteurs qui soient dans les universités, dans les collèges, dans les lycées. Donc il y a toute une campagne et des campagnes à mener auprès des jeunes pour les sensibiliser, pour que lorsque les premiers signes arrivent, on puisse en parler facilement et on sache vers qui se tourner. Il y a les maisons des adolescents qui existent en France, qui sont des lieux intéressants. Voilà, il y a des choses à développer autour de la lutte contre la stigmatisation chez les jeunes. Deuxième enjeu très fort, c'est le monde professionnel. Qu'est-ce que vous faites si vous avez quelqu'un dans vos équipes qui commence à présenter des troubles, qui présente peut-être un burn-out ou qui commence à pas aller bien? Comment est-ce que vous gérez cette situation? Et aussi, comment est-ce qu'en tant qu'employeur, vous pouvez embaucher des gens qui ont des troubles sans que ce soit, en cassant un peu la stigmatisation et en offrant justement aux employeurs une vision un peu différente des troubles psychiatriques. C'est un enjeu très fort parce qu'on sait que les personnes avec des troubles psychiatriques travaillent peu et c'est important pour elles de rester justement dans la société, dans l'emploi. Donc c'est un vrai sujet. Troisième cible des campagnes de lutte contre la stigmatisation sur les médias, bien entendu, puisqu'il y a tout un traitement autour du suicide, autour de la schizophrénie, des mots qu'on utilise, de ne pas utiliser le mot autiste ou schizophrène de façon démesurée ou sans savoir ce qu'il y a derrière, de fait d'être vigilant lorsqu'on couvre certains faits divers, etc. Donc il y a des programmes là-dessus qui sont développés pour faire de la sensibilisation auprès des journalistes. Et puis enfin les professionnels de santé, bien entendu, comme on le disait, les médecins généralistes, mais aussi tous les professionnels du somatique qui ne sont pas toujours très formés ou en tout cas très sensibilisés à ces questions-là, sur vers qui envoyer mes patients, est-ce que voilà, il y a besoin de prise en charge psychologique ou psychiatrique, etc. Donc c'est aussi une population qu'il faut sensibiliser et notamment pour lutter contre la stigmatisation. J'ai mis en exemple Time to Change, qui est une énorme campagne de lutte contre la stigmatisation qui a été menée au Royaume-Uni, qui a pris fin cette année, avec vraiment, c'est une campagne tout azimut. Alors, c'est des moyens très très forts qui ont été déployés, à la fois par des fondations privées et par le public, avec des événements sportifs, des événements dans les universités, dans les entreprises, des ressources en ligne, plein de ressources pour les familles, des campagnes très fortes, des journées annuelles, etc. Donc il y a eu énormément d'actions. La famille royale britannique est très impliquée sur ce sujet, comme vous le savez peut-être. Donc voilà, c'est vraiment une thématique très très forte au Royaume-Uni. Et ils ont mesuré régulièrement les impacts, comme le font toujours les Britanniques. Et donc c'est, je pense, une campagne intéressante à regarder parce qu'ils ont vraiment ciblé des populations et ils ont été chercher ce qui marchait pour essayer de déstigmatiser, notamment les maladies les plus fréquentes, donc tout ce qui est dépression, troubles anxieux, mais aussi les troubles bipolaires. Donc voilà, ils ont fait un travail qui est très, très intéressant. Dans ce volet lutte contre la stigmatisation, vous parlez des maisons d'adolescents où on peut envisager des actions. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et peut-être prendre la problématique dès l'enfance, dès tout petit, peut-être dès l'école, apprendre aux enfants ce qu'est la santé mentale, apprendre soin de leur santé mentale, apprendre
les problèmes que peuvent avoir d'autres. Est-ce que ça peut aussi s'imaginer vraiment dès tout petit? Oui, tout à fait. Alors, il y a l'enjeu des 1000 premiers jours, qui est un enjeu qui est Mhm. sorti, puisque vous savez que voilà, il y a eu tout un travail qui a été fait, emmené par Boris Cyrulnik, il y a 2 ans maintenant, je crois, sur ces 1000 premiers jours. Et dedans, la santé mentale est très importante. Alors, sur les tout petits, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu du repérage, c'est-à-dire très tôt. On sait que les troubles du spectre autistique sont détectés avec beaucoup de retard en France, à des âges où vous avez besoin de détecter les choses très tôt. C'est pareil, donc formation des pédiatres, formation des professionnels des PMI, formation des puéricultrices des crèches, etc. Donc vous avez tout cet environnement. Il y a toutes les actions qui peuvent être menées aussi auprès des parents, donc tout ce qui est guidance parentale, sur lesquelles en France on a encore beaucoup à progresser. Donc c'est vraiment la formation des parents, lorsque, d'ailleurs pas forcément si son enfant a des troubles, mais aussi quand son enfant va bien, c'est d'apprendre justement à voilà, accompagner son enfant dans ses émotions, l'accompagner sur d'éventuels troubles du sommeil, il mord à la récré, il a un relationnel compliqué, etc. Donc voilà, comment est-ce qu'on accompagne les parents? Il y a plein de programmes qui sont développés et qui sont très évalués, très validés scientifiquement de guidance parentale. Et en France, ça reste encore très peu accessible, très peu connu, très peu proposé aux parents. Voilà, souvent c'est payant, souvent c'est en anglais, donc c'est pas simple du tout. Donc c'est vrai que là, il y a tout cet enjeu-là sur les petits. L'Australie est très intéressante, c'est vraiment un pays qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et notamment avec, dès l'école primaire, et même je crois dès la maternelle, il faudrait que je vérifie ça, beaucoup d'apprentissage sur de la gestion des émotions à l'école. Donc comment je fais face à une colère, comment voilà, je réagis face à l'agressivité, etc. Donc toute cette gestion des émotions, elle peut s'apprendre très tôt. Il y a des outils assez simples qui peuvent être mis en œuvre, et du coup ça déstigmatise aussi, parce qu'en fait on en fait un sujet de santé, d'éducation à la santé comme les autres. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, effectivement, de la naissance à l'âge adulte. Voilà. Et puis je pense aussi à un sujet qui est très oublié en France et qui est pourtant un sujet assez dramatique, qui est la dépression postpartum. On sait que beaucoup de jeunes mères souffrent de dépression postpartum et ne sont pas prises en charge. Et donc il y a vraiment un enjeu extrêmement fort autour de ça. Ça a des répercussions, bien entendu, pour la mère, pour le père aussi, ou pour les proches, et puis évidemment pour l'enfant. Donc il faut absolument mettre le paquet là-dessus. Donc on a tout un ensemble autour de l'enfance qui est très important, et qui en France est quasiment inexistant. Donc il y a beaucoup à faire. D'accord. Je fais une petite pause. Je vois qu'on a une participante, on est toujours dans le volet déstigmatisation, qui nous parle du programme Premier soin en santé mentale qui se développe. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, sur ce programme? Les premiers secours en santé mentale, oui, tout à fait. Donc, l'idée est extrêmement intéressante. Ça rentre aussi dans la déstigmatisation, et puis également, ça rentre pour moi aussi dans l'offre presque, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, on va former des personnes de première ligne qui ne sont pas des professionnels de santé. Ça peut être effectivement des puéricultrices, ça peut être des profs, ça peut être vous et moi dans le cadre de notre travail, ça peut être n'importe qui se forme en fait au premier secours en santé mentale. Comment j'aborde la question si je vois que quelqu'un est mal? Comment je lui demande si ça va ou si ça ne va pas, et je n'ai pas peur de lui demander, parce que je sais comment réagir, je sais vers qui l'orienter. J'apprends à repérer, c'est pas du tout du dépistage formel, mais en tout cas à repérer des signes qui montrent que la personne ne va pas bien. C'est quelqu'un de mon entourage, c'est quelqu'un de mon entreprise, c'est un de mes élèves. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc en ce moment en discussion dans les pouvoirs publics, cherche à voir comment est-ce qu'ils pourraient diffuser ça de façon large. Aujourd'hui, c'est pas encore remboursé dans le cadre de la formation professionnelle, c'est pas simple d'avoir accès. Alors si vous allez en ligne, premier secours en santé mentale, vous allez trouver des formations à côté de chez vous, soit en ligne, soit en présentiel. Mais bon, il faut encore les payer. Donc voilà, il y a encore tout un modèle aussi à développer autour de ça. C'est pareil, ça nous vient de l'étranger, mais c'est vraiment des dispositifs très intéressants pour que chacun se sente responsable, un peu comme vous faites la formation au premier secours. Si quelqu'un fait une crise d'épilepsie, tombe dans la rue ou quoi, vous savez réagir. Là, c'est si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui commence à présenter une souffrance psychique, comment on réagit? Et en fait, souvent, on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas du tout comment réagir, on ne sait pas vers qui l'orienter, on se dit, oh là là, je vais ouvrir la boîte de Pandore si je commence à lui demander, et puis je suis pas psy, et puis voilà, alors qu'en fait,
c'est très important. Il y a des réactions à avoir qui sont bonnes pour la personne, et puis on peut l'orienter aussi, et sachant qu'il faut toujours être très vigilant, parce que voilà, sur les personnes qui sont en souffrance psychique, il y a toujours le risque d'un risque suicidaire, et donc il faut toujours être très vigilant à ce qui se passe autour de soi, et à bien orienter vers des professionnels très rapidement pour éviter que les problèmes s'enquissent, que la personne soit trop isolée, et puis qu'il y ait des risques majeurs qui se développent. Donc c'est vraiment très intéressant comme programme, et moi je pousse beaucoup pour que ce soit diffusé de façon très large. C'est vrai que cette orientation vers les professionnels rapidement, ça a vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment une des clés. On a un autre participant qui pose la question, d'ailleurs, qui demande si la faiblesse de la détection des troubles mentaux à l'école n'est pas due justement à des manques de compétences, parce qu'un enseignant qui a 30 élèves, il n'est pas forcément psychologue, et il n'a peut-être pas accès aussi à assez de personnes ressources. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est pas du tout de transformer tout le monde en psychologue. Les enseignants ont leur métier, qui est déjà très compliqué, et donc il faut pas en plus les transformer. C'est pareil, les médecins généralistes doivent pas devenir des psychiatres, les puéricultrices non plus, et cetera. L'enjeu, c'est de se dire que sur des formations de 1 ou 2 jours, parfois 3, voilà, les premiers secours en santé mentale, c'est pas des formations très, très longues. Vous allez juste vous sensibiliser à une thématique qui touche 20% de la population chaque année, donc ce sera jamais du temps perdu. Ça va toucher vos proches, ça va toucher des gens autour de vous, ça va toucher vos collègues. Donc, à un moment ou à un autre, vous allez l'utiliser, c'est à peu près sûr. Et l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on ne les forme pas, ils ne savent pas. En plus, on ne sait pas vers qui orienter. Donc, on a la médecine scolaire, mais vous savez qu'elle est aussi malheureusement assez sinistrée. Donc, c'est très compliqué d'envoyer vers des médecins scolaires. Les psychologues aussi sont très difficiles d'accès. Donc, c'est vrai que c'est très important, si on fait ces formations-là, d'agir aussi, et ce sera peut-être ma deuxième proposition, d'agir vraiment sur l'offre, c'est-à-dire pour avoir des gens vers qui on peut envoyer, parce que l'idée, c'est pas de transformer, bien entendu, de ne pas transformer les profs en psychologues, ou de ne pas leur demander à eux de faire le travail d'un professionnel de la santé mentale. D'accord. Alors peut-être juste avant de parler de l'offre, on a une autre question qui est intéressante. On reste sur le diagnostic. Est-ce que vous avez une estimation de la part de malades qui seraient pas détectés en France parce qu'ils passent en dessous des radars, parce qu'ils n'ont pas eu le bon interlocuteur? Est-ce qu'on a Oui, un chiffre là-dessus? c'est 50%. 50%, oui, donc c'est énorme. Voilà, 50% des gens qui n'ont pas accès aux soins parce qu'ils ne sont pas détectés. On a fait il y a pas mal de papiers comme ça, notamment sur les médecins généralistes. C'est-à-dire qu'on a demandé à des médecins, enfin, on a demandé à des médecins généralistes de repérer donc, les troubles psy dans leur patientèle, ce qu'ils font naturellement. Et on a regardé en fait par rapport à des questionnaires validés qu'on faisait passer à l'ensemble de la patientèle. Donc on a des questionnaires qui sont des questionnaires auto-questionnaires, ou qui peuvent être administrés par quelqu'un, qui permettent de repérer notamment les troubles dépressifs et anxieux. Et on a remarqué que en fait, les médecins généralistes repéraient en moyenne entre 50 et 60% des troubles. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de troubles, mais ça, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, ou mais c'est aussi parce que comme c'est très stigmatisé et qu'on ne leur permet pas d'en parler, généralement, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont garder ça pour eux, notamment la population masculine a énormément de mal à exprimer, beaucoup plus que les femmes. Ça, c'est un fait qu'on connaît, et donc il faut trouver des moyens aussi de réussir à faire parler certaines personnes. Il y a des différences culturelles en fonction d'où vous venez. Dans certains pays, c'est encore plus stigmatisé, et donc pour certaines personnes, il est hors de question de parler de sa souffrance psychique à qui que ce soit. Donc vous voyez que cette stigmatisation-là, elle pèse beaucoup. Les âges aussi, aujourd'hui chez les jeunes, c'est plus simple parce que c'est un peu moins stigmatisé, donc il y a un effet générationnel aussi. Et donc le fait que les gens n'en parlent pas, il faut vraiment aller chercher, donc il faut être dans une dynamique d'aller vers sur la santé mentale. Donc ça passe par la lutte contre la stigmatisation à tous les étages, ça passe par le fait d'en parler, le fait des premiers secours, enfin tout ce qui va permettre en fait de se dire bon bah c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie des pathologies qu'on peut avoir, et c'est normal d'en parler, et ça peut se guérir sans problème si c'est pris en charge correctement, etc. Donc il faut avoir vraiment un discours très déstigmatisant et très apaisé sur le sujet, et pour permettre que les gens soient mieux pris en charge. Et il n'y a pas de pathologie comme ça qui soit aussi peu dépistée que les pathologies psychiatriques, hein. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort et très problématique. Mmh.
D'accord. Donc la déstigmatisation, le dépistage précoce, ça, c'est des premiers leviers d'action qu'on peut essayer d'enclencher. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous nous parliez peut-être de l'offre, de Oui, qu'on a parce sur qu'une le fois que territoire. vous avez déstigmatisé et puis proposer une détection précoce, il faut pouvoir offrir quelque chose. Parce que moi, les médecins généralistes avec lesquels je travaille, ils me disent toujours, bah oui, mais moi, si je repère, je fais quoi? Et j'ai pas de psychiatre à qui l'envoyer, les psychologues, c'est très cher, etc. Donc, si je commence à avoir encore plus de patients qui présentent des troubles, donc il faut vraiment travailler sur cette question de l'offre et réorganiser l'offre de soins. Alors moi, je plaide beaucoup pour ce qui est aujourd'hui un peu ce qui fait consensus dans la littérature internationale, mais aussi dans les rapports en France, c'est la question de la réorganisation de l'offre. Donc, ce qu'on disait, hein, encourager toute l'éducation à la santé mentale, le repérage précoce, la détection des troubles, et après, miser beaucoup sur les premiers recours. Et donc là, c'est les médecins généralistes, les psychologues, les infirmiers, et tous ces soins collaboratifs. Donc, il faut mettre des ressources, il faut que les médecins généralistes soient équipés avec des infirmiers, soit en pratique avancée, soit des infirmiers formés à la psychiatrie qui puissent les épauler, donc c'est ce qu'on appelle les soins collaboratifs dans leur pratique quotidienne, qui soient mis en lien avec des psychiatres et des psychologues pour pas qu'ils soient tout seuls face à la souffrance psychique de leurs patients. Donc il faut vraiment les équiper, les augmenter quelque part pour qu'ils puissent faire face aussi. Développer les nouveaux métiers, tout ce qui est IPA, infirmière en pratique avancée, en psychiatrie, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, il y en a très 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 peu, mais ça vient de démarrer, mais c'est vraiment des pistes intéressantes. Des care managers, donc ça c'est des gens qui gèrent votre parcours et ça c'est très important aussi parce qu'en psychiatrie on sait qu'il y a des effets très forts sur la vie sociale, sur l'emploi, etc. Donc avoir un care manager qui vous aide à vous orienter dans vos soins, mais aussi vis-à-vis du reste de la société, c'est très important. Souvent vous avez beaucoup d'interlocuteurs, hein, sur un malade psychiatrique sévère. On a entre 13 et une petite vingtaine de professionnels de santé qui vont se succéder. Donc, il faut l'aider à coordonner tout ça. Donc, ça, c'est le rôle des care managers. Et puis, l'idée de la gradation, c'est donc cette espèce de pyramide où on dit santé mentale, bien-être. Bah, là, il y a des outils numériques, il y a l'information générale, il y a voilà, peut-être un discours à transformer dans la société. Les troubles légers à modérés, dépression, troubles anxieux, plutôt en médecine générale, médecine primaire. Et puis, réserver la psychiatrie, essayer de concentrer les moyens de la psychiatrie qui, on le sait, sont pas forcément aussi forts que ce dont on a besoin. Donc, c'est important de concentrer la psychiatrie sur les troubles sévères et aussi sur l'expertise pour que les psychiatres puissent faire monter en compétence les autres professionnels de santé. Donc, il y a vraiment cette pyramide à avoir et c'est ce qu'on appelle la gradation des soins pour que chacun puisse trouver au moment de sa souffrance psychique la bonne porte d'entrée et que tous ces milieux-là soient évidemment reliés et coordonnés, parce que si chacun est séparé, travaille dans son coin, on perd beaucoup de temps, perte de chance pour les patients et perte d'énergie pour les professionnels. Donc c'est vraiment sur cette réorganisation de l'offre de soins qu'il faut travailler, et c'est vrai que là, on peut beaucoup apprendre de l'étranger. Très bien. Est-ce qu'il faut aussi envisager de travailler sur tout ce qui est financier? Parce que c'est vrai qu'on a des populations qui sont des fois très précaires et pour qui aller voir un psychologue ou un psychiatre, ça peut être un véritable frein. Est-ce qu'on peut envisager des solutions vraiment financières pour ces populations-là? Il y a un vrai enjeu d'accès aux soins, effectivement. Alors en psychiatrie publique, non, bien entendu, mais là, il y a des délais d'attente qui sont très longs parce que c'est très saturé. Par contre, en psychiatrie libérale, il y a des dépassements d'honoraires qui sont très forts chez les psychiatres et les psychologues ne sont pas remboursés. Donc il y a beaucoup d'expérimentations en cours en ce moment. Il y a une expérimentation assez forte qui est portée par l'assurance maladie dans 4 départements qui consiste en fait à rembourser les psychologues lorsque ça rentre dans un parcours de soins. Donc c'est le médecin généraliste qui vous envoie chez le psychologue pour une dizaine de séances renouvelables une fois. Donc c'est chez les adultes qui présentent des troubles légers à modérés, qui ne sont pas sous antidépresseurs ni sous anxiolytiques. Enfin, c'est assez restreint, mais voilà, c'est une expérimentation qui est très intéressante. Et puis là, pendant la crise Covid, il y a plein d'actions qui se sont développées. Donc il y a le Ségur de la santé qui a fait une mesure pour mettre des psychologues dans les maisons de santé à partir de 3 ans et pour toute la vie. Il y a un dispositif psy enfant-ado, il y a un dispositif qui s'appelle Écoutez-moi, il y a les mutuelles qui proposent de rembourser 4 séances de psychologue de ville à 60 euros. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, les chèques psy pour les étudiants. Donc voilà, il y a plein de dispositifs, mais alors du coup, ça devient assez illisible en ce moment. La plupart de ces dispositifs s'arrêtent en fin d'année, donc qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça, c'est un des gros sujets qui est sur la table en ce moment et qui est discuté par les pouvoirs publics et les représentants des psychologues, bien entendu.
Il y a peut-être aussi une politique à mettre en place pour les aidants, parce que c'est vrai que pour eux aussi, ça peut être assez compliqué. Je ne suis pas sûre qu'il existe beaucoup de guides ou d'accompagnement pour les aidants de personnes malades. Oui, c'est un sujet qui est absolument fondamental. On sait que la maladie psychiatrique affecte énormément les proches dans les familles, c'est terrible. Donc ça, il y a des associations comme l'UNAFAM qui vraiment font un travail absolument formidable pour accompagner les familles qui voilà, sont confrontées à ça. Il y a les enjeux de droit au répit, il y a les enjeux financiers aussi. On sait que souvent, dans les couples qui ont un enfant avec des troubles sévères, l'un des deux finit par perdre son emploi parce qu'on a besoin de temps, voilà. Alors même que ça génère des coûts très forts, hein. Il y a des dépassements très forts et avoir accès aux bons soins, ça coûte très cher en France. Il y a des programmes d'accompagnement des familles. Donc, je parlais de la guidance parentale, mais il y a des programmes, par exemple, pour des personnes dont l'un des proches souffre de schizophrénie. Il y a un programme qui s'appelle ProFamille, qui est extrêmement intéressant. Voilà, vous avez des accompagnements, mais c'est extrêmement important, effectivement, pour la famille, pour les proches, de ne pas rester seuls face à ça. Et donc, là-dessus, j'invite vraiment à aller voir tous ces programmes, toutes ces associations qui accompagnent les proches, les aident dans le parcours labyrinthique de la psychiatrie et puis les aident aussi à mieux comprendre leurs proches, à comprendre la maladie, ses évolutions. Il y a aujourd'hui de plus en plus de patients qui sont stabilisés et qui vont en fait devenir des patients experts, des pères aidants qui vont en fait qui ont un savoir expérientiel parce qu'ils ont vécu la maladie et qui peuvent accompagner les personnes qui souffrent de pathologie ou leurs proches pour mieux leur expliquer les effets secondaires, expliquer vers qui se tourner, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont en train de se développer en psychiatrie et c'est très intéressant. D'accord. Je continue un petit peu dans les leviers d'action. Vous nous avez parlé en début de présentation de l'innovation et de la recherche en psychiatrie qui pouvait constituer une source d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bah, c'est ma dernière proposition, effectivement, sur faire le pari de l'innovation et de la recherche. Parce qu'en fait, la psychiatrie, c'est vraiment. Voilà, il y a eu des innovations très fortes au XXe siècle, et puis ça s'est un peu tari en termes d'innovation thérapeutique, mais il y a une source majeure d'espoir en ce moment, avec beaucoup de choses qui se passent sur l'identification des biomarqueurs, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore de biomarqueurs en psychiatrie, c'est toute la difficulté, tout ce qui est identification, voilà. Personnalisation des diagnostics, des pronostics, compréhension des causes, puisque ce sont des maladies très multifactorielles, développement de la e-santé aussi, l'intelligence artificielle, toutes les études épidémiologiques, médico-économiques. On peut faire énormément de choses en ce moment et il y a des choses passionnantes qui se passent. La problématique, c'est qu'on a un éclatement des structures qui travaillent sur la psychiatrie en ce moment. On a des moyens qui sont assez faibles sur la recherche en psychiatrie. On sait que par rapport aux autres pathologies, la psychiatrie est très sous-dotée en termes d'investissement en recherche. Donc, nous, on encourage beaucoup au partenariat recherche publique et privée à faire de la psychiatrie un enjeu fondamental et donc un enjeu sur lequel on investisse davantage de moyens pour la recherche. Nous, on pousse aussi beaucoup sur un opérateur unique en charge de la recherche, mais aussi en charge de porter une vision globale de la psychiatrie et de la santé mentale. Aujourd'hui, il n'y a pas cet opérateur-là. C'est un opérateur, j'ai mis l'exemple de l'INCa, qui est l'opérateur dans le cadre du cancer. Le cancer, dans les années 90, était très stigmatisé, il y avait très peu d'innovation. Vous voyez, aujourd'hui, en oncologie, ça s'est complètement transformé. Et vraiment, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça pour créer une gouvernance qui soit plus stable, avec des plans plus visibles, et puis des priorités, des indicateurs, en associant largement les familles, les patients, les professionnels de santé. Donc, il y a vraiment des pistes là-dessus, et notamment pour trouver les grandes orientations de recherche, où est-ce qu'on investit l'argent, comment est-ce qu'on exploite mieux les données de santé, etc. Donc, il y a tout plein de pistes aussi d'avancer là-dessus et d'espoir en psychiatrie. Et il se passe des choses formidables. La recherche avance, malheureusement, elle est très peu dotée. Donc il faut vraiment qu'en France, on puisse remonter le niveau au niveau des autres pays comparables. Très bien. Peut-être parce qu'on a plusieurs petites questions des participants, on va peut-être donner la parole à Madame Rose-Marie Minayo, qui est présidente de la Mutualité française, parce qu'elle a justement une question qui va dans le droit fil de ces pistes d'action à mener pour l'avenir, pour la santé mentale. Donc, on va la faire intervenir pour qu'elle puisse vous poser cette question, justement. Je vois qu'elle va se connecter.
Alors, je sais pas si elle se connecte là. Oui, ah si. Oui, Bonjour ok. Madame Minayo. Bonjour, bonjour. Merci de prendre le temps de notre question. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre contribution tout au long des travaux conduits par la Mutualité française ces derniers mois et qui ont débouché sur l'Observatoire de la santé mentale pour 2021 et votre participation à notre Living Lab, le Living Lab de la Mutualité. Alors, je souhaitais vous interroger sur les perspectives de transformation que nous pouvons attendre dans ces prochains mois, et ceci à deux niveaux. Alors, de nombreux rapports ont été rendus pour une politique ambitieuse en matière de santé mentale. Vous nous avez développé vos propositions et les leviers d'action. Alors, que peut-on attendre des assises de la psychiatrie qui sont annoncées pour les 27 et 28 septembre prochains? Et plus concrètement, dans nos territoires, avec les dispositifs tels que les programmes territoriaux de santé mentale, alors avec un focus sur notre région Centre-Val de Loire en particulier, car comme le montre le focus régional que nous avons publié, et vous en avez parlé tout à l'heure, nous avons un véritable enjeu et beaucoup de besoins, tant pour notre population générale, mais pour les jeunes, comme partout ailleurs, mais c'est assez criant dans notre région pour les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Voilà, les deux niveaux à ma question, les attentes à court terme après les assises et puis ces fameux outils sur nos territoires. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Effectivement, alors, comme vous disiez, il y a beaucoup de rapports qui soulignent depuis des années, qui soulignent les difficultés auxquelles fait face la psychiatrie française et du coup les patients, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut réformer, qu'il faut bouger, qu'il faut avancer. On a la semaine prochaine, lundi et mardi, comme vous l'avez dit, des assises de la psychiatrie et de la santé mentale qui sont organisées, qui avaient été mentionnées par le président de la République en février, puis qui ont été décalées, qui étaient censées être avant l'été, elles ont été décalées finalement, elles seront la semaine prochaine. Ça va être 2 jours de table ronde. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire discuter les différents acteurs, notamment les professionnels de santé, mais il y a aussi des associations de patients qui sont invités. Avec beaucoup d'enjeux qui seront soulevés. Je pense qu'il y a, enfin voilà, si vous regardez le programme, il y a l'enjeu des jeunes, l'enjeu des 1000 premiers jours dont on a parlé, des personnes âgées, une table ronde sur l'innovation, plusieurs enjeux qui sont sur la table. Donc on verra, parce qu'il y aura probablement des annonces qui seront faites à ce moment-là. En tout cas, il y a des attentes très fortes chez les différentes parties prenantes de la psychiatrie et de la santé mentale. La question du remboursement des psychologues est vraiment sur la table et fait débat depuis plusieurs mois maintenant. Je pense que c'est une des questions qui va probablement être abordée, ou en tout cas, il y aura peut-être des choses qui seront annoncées à ce moment-là. Éventuellement, au sujet de la gouvernance, on va voir ce qui est annoncé. Donc voilà, on attend tous avec beaucoup d'impatience ces 2 jours. Et ça a été aussi lancé au moment du lancement, avec une sorte de consultation plateforme en ligne, et donc où les acteurs ont pu exprimer donc leurs besoins, leurs envies, etc. Donc ça, se sera restitué aussi à ce moment-là. Donc voilà, après, il faut plus que 2 jours pour réformer les choses, et donc évidemment, on ne sera pas au bout de nos peines, au bout de ces assises, mais on va voir déjà ce qui en ressort. Et puis, vous abordiez en deuxième question un sujet qui est très important, qui est celui de l'articulation des acteurs au niveau local, avec les projets territoriaux de santé mentale, les PTSM, qui sont vraiment une avancée très forte depuis quelques années, notamment depuis la remise du rapport de Michel Laforcade. Et donc, ces PTSM, en fait, je trouve que c'est très intéressant, parce que l'idée, c'est de se dire, on va décliner la politique régionale de santé mentale avec les acteurs locaux, et ils vont nous dire voilà, quelles sont leurs priorités, comment est-ce qu'on collabore entre nous, comment on échange l'information, quels sont nos enjeux. Alors, est-ce que c'est les jeunes, est-ce que c'est les personnes âgées, est-ce que c'est les personnes vulnérables, est-ce que c'est les personnes issues d'immigration. Enfin voilà, on va essayer de trouver les publics prioritaires, de se dire, nous, notre priorité, c'est l'accès aux soins. Notre priorité, c'est voilà, c'est les écoles. Voilà. Et donc, en fait, les PTSM vont vraiment déployer, en fonction de ce que disent les acteurs locaux et en fonction de ce qui se passe sur le terrain, essayer de déployer les choses. Alors, après, il faut que ça se mette en œuvre, mais je trouve que c'est des dynamiques intéressantes, parce que, comme je disais, la grosse problématique, c'est les silos entre les acteurs. Et c'est vrai que faire coopérer ensemble tous les acteurs locaux, essayer de se dire, on se met autour de la table,
et on se dit c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qu'on met comme moyen et du coup de quoi on a besoin pour avancer là-dessus, c'est je pense une façon très intéressante de faire bouger les lignes aussi et sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins en fonction des régions, en fonction des départements. Donc, je trouve une démarche vraiment pertinente. Merci. Merci du coup, Madame Minayo, pour votre intervention. On a peut-être juste rapidement une ou deux questions de la part de nos participants. Alors, avant les questions, il y a aussi que vous sachiez, Madame Malatre-Lansac, des initiatives qui sont plutôt sympas, dont on nous a fait part. Par exemple, dans le Loiret, donc on nous explique qu'il y a un livret destiné aux écoles élémentaires qui a été créé, qui sensibilise sur les handicaps. Donc, c'est un livret qui a été validé par l'Éducation nationale. Ça montre que aussi à l'échelon très local, des petites initiatives comme ça peuvent aussi aider à faire avancer cette grosse machine qui est la santé mentale. Il y en a qui parlent aussi de yoga, de méditation, de pleine conscience. Donc, on voit que voilà, il y a déjà des initiatives qui sont en place sur le territoire. Donc, c'est plutôt sympa à retransmettre. En matière de questions, on avait une question d'un intervenant qui vous demande d'expliquer votre vision du care manager, justement. Oui, alors peut-être juste sur les initiatives, c'est extrêmement intéressant parce que enfin, c'est vrai que sur le terrain, moi j'avais fait une grande initiative avec la Fondation de France qui s'appelait Parlons Psy. Et on avait rencontré 1200 personnes, on était partis dans 8 régions et puis on avait essayé d'échanger justement sur le terrain pour voir quelles étaient les bonnes initiatives. Et en fait, ça foisonne de choses passionnantes, enfin, celle dont vous parliez. Il y a plein de choses qui se passent sur le terrain, soit portées par des associations, des établissements de santé, des médecins, des proches, des patients, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que je parlais de cet opérateur type 1K, etc. Je pense qu'un de ses rôles, ça pourrait être aussi d'essayer de faire remonter ces initiatives-là pour qu'on... Voilà, si par exemple, moi je me dis, j'ai envie de développer la guidance parentale, je trouve ça super et je voudrais développer des choses pour les parents qui ont des enfants qui souffrent de troubles de l'attention. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font ça en France? Ce serait super que je puisse trouver ça de façon facile en me disant, bah voilà, il se passe ça à tel endroit, on va se discuter, on va échanger, et puis on va voir pour pas voilà, réinventer la roue à chaque fois. Et puis peut-être qu'il y a des initiatives qui méritent d'être connues, déployées, etc. Donc moi, je crois beaucoup en fait à l'énergie des acteurs, du terrain, etc. Il y a plein de choses formidables qui se passent. Sur la question du care manager, donc il y a les CASE et les care managers, c'est des professions un peu nouvelles dans le système français. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de traduction, j'aime pas trop le mot anglais, mais voilà, on peut dire des coordinateurs de parcours. Il y a plein de façons de le faire. Alors, il y a des formations un peu sur la psychiatrie. L'idée, c'est de coordonner le parcours, soit avec une vision très médicale, sociale, c'est-à-dire comment est-ce que je fais le lien entre le médical, et là, dans le médical, il y a du psychiatrique et du somatique, et la partie médico-sociale, donc les liens avec les CCAS, les structures d'appui, d'accompagnement social, etc. Et donc, l'idée, c'est que ça ne repose pas, cette coordination, ni sur le médecin traitant, qui n'a vraiment pas le temps, ni sur le patient ou sur ses proches, qui aujourd'hui prennent déjà beaucoup. Donc, l'idée d'avoir des coordinateurs, alors aujourd'hui, ils sont beaucoup placés dans le milieu hospitalier, les care managers, mais pour moi, il en faut aussi en médecine de ville, il en faut d'ailleurs beaucoup en médecine de ville pour accompagner les personnes qui parfois ont des troubles, des difficultés d'emploi, des difficultés sociales, des troubles, des addictions, plus des troubles somatiques, psychiatriques, etc. Tout ça, c'est très lourd et il faut les aider aussi à fluidifier le parcours, les accompagner, vérifier que ça se passe bien, être l'interlocuteur aussi des différents professionnels quand le patient disparaît ou a des difficultés, etc. Donc c'est vraiment ça le rôle. C'est des métiers assez nouveaux, mais qui sont extrêmement intéressants et ça peut être exercé par des infirmiers, par des travailleurs sociaux, par des personnes formées un peu ad hoc. Donc voilà, il y a par des pères aidants aussi. Enfin, on peut imaginer en fait beaucoup de choses autour de ces métiers-là, qui sont des métiers qui en fait valent sur la psychiatrie, mais valent aussi sur les maladies chroniques où vous avez, enfin, je pense à Parkinson, vous avez des maladies aussi, vous avez besoin de care management, vous avez besoin de gens qui vous accompagnent dans le parcours parce que sinon c'est le parcours du combattant, c'est kafkaïen et vous ne savez pas comment vous orienter. Donc c'est des métiers très importants et on sait, les évaluations montrent à quel point c'est efficace aussi pour augmenter l'adhésion au traitement, pour améliorer l'état somatique, l'état psychique de la personne.
Très bien, merci. On avait, alors peut-être avant de conclure, une autre question qui est plutôt intéressante parce que je pense qu'elle concerne beaucoup de monde. Donc, c'est une personne, quand on parlait au moment de la jeunesse, qui nous dit qu'on parle souvent des ravages des réseaux sociaux. Et elle demande si vous avez pu établir réellement un impact sur la santé mentale des jeunes. Il parle notamment, par exemple, de harcèlement, voilà, toute l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur notre santé mentale. Alors, donc moi, je ne suis pas psychiatre, hein, mais je regarde beaucoup la littérature là-dessus, et puis j'ai moi-même des enfants, donc je suis évidemment intéressée par la question à titre très, très personnel. Sur les écrans et la quantité d'heures passées devant les écrans, etc., et le fait que ça pourrait déclencher des troubles, il n'y a pas du tout de consensus chez les psychiatres. Enfin, ça, c'est clairement, il n'y a pas de. Aujourd'hui, toutes les études sont assez modérées là-dessus, hein, sur le fait de passer beaucoup de temps devant les écrans. Alors, c'est pas bon pour plein de choses, hein, il faut mieux éviter, mais voilà, ça déclenche pas de troubles particuliers. En tout cas, moi, je ne vois pas d'études qui montrent ça à ce jour, et la plupart des sociétés de pédiatrie, etc., sont très claires là-dessus. Ensuite, sur la partie harcèlement, bien sûr, ça c'est autre chose, et on voit en ce moment avec les campagnes absolument terribles qui sont menées sur certaines classes d'âge. Je pense à la campagne anti-2010. Enfin voilà, on voit bien qu'on a des enjeux très très forts là de harcèlement, et là avec des effets très directs. Et nous, on a mené à l'Institut Montaigne une étude là-dessus qui montre quand même que les parents sont beaucoup moins conscients que les enfants de la réalité de ce harcèlement. Donc c'est assez vrai. Enfin, les parents ne réalisent pas à quel point c'est fort, et ont tendance à penser que leurs enfants ne sont pas harcelés, là où les enfants, eux, ont beaucoup plus conscience de ce qui se passe. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, et là, pour le coup, les répercussions sur la santé mentale, l'isolement de l'enfant, sa capacité relationnelle aussi, sont évidemment très fortes. Donc là, il y a des mesures à prendre vis-à-vis des plateformes, et puis aussi dans les écoles pour accompagner, pour être vigilant, pour former aussi les enfants dès le plus jeune âge, hein, puis ça commence dès l'école primaire, dès les petites classes. Donc voilà, former autour du harcèlement, qui est une vraie question, qui en France n'est pas encore. Bon, là, les pouvoirs publics commencent à s'en emparer avec la campagne, là, mais c'est juste un sujet d'actualité ces jours-ci. Mais c'est vrai que voilà, former aussi les profs à ces enjeux et les enfants, leur expliquer aussi les risques, je pense que c'est très important. Donc la juste utilisation des écrans, le fait de ne pas harceler, etc., tout ça, ce sont des choses qui peuvent s'enseigner, enfin, se déployer aussi. Et je pense que c'est un enjeu important, et qui va malheureusement, qui risque de s'amplifier dans les prochaines années. Donc à regarder avec beaucoup d'attention. Bien sûr, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup d'attentes, mais il y a aussi pas mal d'espoir. Vous nous en avez un petit peu parlé. Donc, c'est très intéressant. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont posé. Il y avait d'autres petites questions. Je vois que l'heure avance, on n'aura pas le temps de répondre à tout. Peut-être pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent se rendre sur votre site, le site de l'Institut Montaigne, où ils trouveront peut-être quelques réponses ou des contacts pour pouvoir peut-être vous les poser directement. On a plusieurs personnes aussi qui nous demandent s'ils peuvent avoir accès à votre présentation, à votre PDF. Je ne sais pas si Oui. c'est possible ou pas, ou de quelle manière ils peuvent y avoir accès. Ben, je vous l'ai envoyé. Je ne sais pas si vous pouvez le faire suivre aux personnes qui se sont inscrites, avec grand plaisir. Il n'y a pas de Euh, souci pour vous et on va voir si on peut le Non, partager. non, il n'y a pas de souci. Dedans, il y a mon contact, et puis il y a aussi le lien du site de l'Institut Montaigne, sur lequel il y a les différentes publications, il y a les références donc, qui sont là. Et avec grand plaisir pour continuer à échanger sur ce sujet qui me tient à cœur, comme vous l'avez compris. D'accord. Pour tous ceux qui sont intéressés également, le webinaire est enregistré, donc on pourra tout à fait le visionner sur le site de la Mutualité française, qui propose aussi justement peut-être de le partager sur son site. On va voir comment on peut faire pour essayer de partager toutes ces diapos aux gens qui sont intéressés, et qui peuvent donc revisionner ce webinaire sur le site de la Mutualité française. Merci en tout cas, Madame Malatre-Lansac, pour votre intervention. Je m'excuse encore une fois pour tous ceux qui ont posé des questions, qui ont interagi, et je n'ai pas pu retransmettre tout. Peut-être, voilà, ce sera l'occasion de le faire via votre contact. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une belle journée, à prendre soin de votre santé mentale à tous, et à vous remercier une nouvelle fois, Madame Malatre-Lansac, pour votre intervention. Merci à vous. Très bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.